Bon, bonjour. On va essayer donc de continuer un petit peu le GrassMed et on va voir un petit peu le système de notation, donc le rating. Donc on va voir cette fin de matinée et pour cet après-midi, on va parler essentiellement système. Donc système et équipement énergétique. Donc on va voir des aperçus, disons, bien sûr. Bon, vous savez, il y a beaucoup d'équipements en résidentiel, on utilise beaucoup d'équipements, que ce soit pour le chauffage, la climatisation, que ce soit pour l'éclairage, pardon. Bon, il y a des tas de choses à voir, il y a des tas d'appareils, de machines. Donc, l'objectif, ce n'est pas vraiment de rentrer dans les détails techniques, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, on va suivre, disons, une méthode. On va d'abord voir donc on va voir un petit peu le principe de chaque machine, de chaque système. Puis on va insister un peu plus sur les points ou sur les qui nous intéressent en fait. On va mettre des points qui sont considérés dans GrassMed. Alors bien sûr, bon, je vais vous rappeler encore une fois, si vous voulez, bon, GrassMed, c'est un rating system, c'est un système de notation qui est dynamique, donc qui est évolutif. Ce que je veux dire par là, c'est que les points qu'on a mis ici, bon, on a beaucoup réfléchi à ces points, on a beaucoup réfléchi à l'aspect pondération, mais ça ne veut pas dire que dans 3, 4 ou 5 ans, on va pas faire une révision et on va voir un petit peu les commentaires, un petit peu le retour d'expérience, etc. Et on va probablement modifier un petit peu la pondération et voir un petit peu l'importance ou l'importance de chaque système ou de chaque paramètre, si vous voulez. Eh bien, donc voilà un petit peu en gros. On est ouvert. Moi, je suis vraiment ouvert et je suis en train de regarder un petit peu l'ensemble des systèmes. Bon, c'est sûr qu'on peut toujours faire des choses, faire des ajustages, etc. Ce n'est jamais parfait et ça évolue tout le temps. Donc, c'est ce qu'on vous demande aussi, c'est de donner un peu votre avis. Alors, et bien sûr, GrassMed, on a de faire de GrassMed, disons, un outil ou un produit ou un système qui s'adapte plus ou moins à nos... Bon, bien sûr, c'est un produit MITMED qui concerne un petit peu l'ensemble de tous les pays concernés. Et notre ambition, c'est de vraiment l'adapter de façon à ce qu'il soit un produit, je dirais, le plus adapté possible, le plus de bases de données possible, le plus de points communs à tous, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est pourquoi votre avis nous intéresse, bien sûr les autres pays aussi, pour pouvoir faire un produit compatible au maximum, le maximum de points communs, de dénominateurs communs pour tous. Bien, alors, on va voir donc pratiquement l'ensemble, pas tous les équipements, mais les plus importants. En fait, on va les passer par la suite. Mais pour chaque présentation, donc on va faire une présentation d'à peu près une dizaine de minutes à une heure. Puis après, on a quelques questions simples,
quelques questions qui sont reliées directement à la présentation qu'on a faite, mais aussi en général, disons, de culture générale, etc. Donc, on va faire donc, une sorte de questions-réponses par la suite. Donc, chaque présentation aura pratiquement une autre présentation en questions-réponses. Bien. Alors, voilà ce qu'on va voir un peu. Donc, on va voir un petit peu conception, équipement des systèmes énergétiques des bâtiments verts. Donc, on va aller voir un petit peu, enfin, les plus importants, disons. Quels sont les principaux objectifs de conception d'un équipement énergétique approprié? Quels sont les facteurs en jeu? Quels sont les différents points à évaluer? Les principes directeurs pour la conception et l'équipement énergétique. Bon, on va voir, en gros, on va voir le chauffe-eau solaire, on va voir les technologies, tout ce qui est énergie renouvelable. Bon, ici, pour l'énergie renouvelable, on a insisté plus sur tout ce qui est production électrique, en fait, plus production électrique. C'est pourquoi on a mis le chauffe-eau solaire à part. Donc, alors, en électrique, vous allez voir, bon, c'est beaucoup le photovoltaïque, ou bien c'est plus le photovoltaïque que l'éolien individuel ou petite éolienne, si vous voulez. Donc, on insiste un peu plus sur le photovoltaïque parce que ça devient de plus en plus courant. On va voir aussi la ventilation mécanique et naturelle. Également, on va voir l'éclairage, donc on va voir un petit peu les différents types d'éclairage dans les bâtiments et on va aussi sur les parkings pour voir l'éclairage au niveau des parkings. On va voir les systèmes de chauffage et de climatisation, on va voir les chaudières, ce qu'on appelle le chauffage, ventilation et climatisation. On va voir les rideaux d'air. Le groupe électrogène de secours, bon, ça aussi, on a mis quelques points dessus. On va voir un petit peu votre avis. Et on va voir aussi tout ce qui est les BMS, en fait, ce qu'on appelle BMS, les Building Management Systems. Voilà un petit peu l'ensemble des équipements qu'on va voir et qu'on va essayer d'expliquer et de commenter. Et d'aller sur GrassMed et la notation GrassMed. Alors, bon, les bâtiments verts, bien sûr, sont des bâtiments économes en énergie, des structures conçues pour consommer moins d'énergie qu'un bâtiment conventionnel. Donc, bien sûr. Alors, il s'agit de la conception et de la sélection de systèmes et d'équipements économes en énergie qui minimisent la consommation d'énergie et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on parle de systèmes économes en énergie. Nous avons un certain nombre de critères de sélection pour pouvoir le noter dans notre système GrassMed. Donc, l'essentiel de ces équipements, on a vu, donc, c'est systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, les chaudières, l'éclairage, l'énergie renouvelable, le chauffe-eau solaire, panneaux solaires, etc. Bon, quels sont les principaux objectifs? Bien sûr, c'est la réduction de la consommation, c'est l'économie, bien sûr, on va faire des économies en argent, on va améliorer la qualité de l'air, bien sûr. Donc, bon, on va aussi améliorer le confort parce qu'avec des systèmes économes, on a plus on peut mieux contrôler globalement et on peut avoir plus de confort, notamment en ce qui concerne, par exemple, le contrôle de la température et de l'humidité. Bon,
Bien sûr, environnement, les systèmes équipements économes en énergie peuvent réduire, bien sûr, les impacts sur l'environnement et contribuer à des bâtiments plus durables. Donc, en gros, on a les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation. On a les systèmes d'éclairage. On va voir les groupes électrogènes, donc de secours, et les systèmes d'énergie renouvelable. Nous avons 8 grandes lignes importantes pour évaluer la conception des systèmes énergétiques. Donc, on va passer ici, on va les voir un petit peu. Bon, c'est la même, en plus ordonnée, si vous voulez. Alors, bien sûr, on a le chauffe-eau solaire. Donc, on va regarder un petit peu la demande en eau chaude. On va voir les produits haute efficacité, on va voir l'orientation, contrôle et capteurs appropriés. Donc, on va voir assez rapidement tout ça pour arriver à GrassMed et la notation du système. On va voir aussi les technologies des énergies renouvelables, donc identifier, dimensionner, produits de haute qualité, surveillance, maintenance des systèmes. On va voir aussi la ventilation naturelle et la ventilation mécanique, donc en fonction de plusieurs paramètres, notamment l'occupation par exemple. Privilégier bien sûr la ventilation naturelle. Quand c'est possible, parce que bien sûr c'est plus intéressant et ça économise de l'énergie. Et on va aussi compléter par une ventilation mécanique efficace. Pour l'éclairage, bien sûr, aussi c'est un thème qui est important. Donc on va voir un petit peu, bien sûr, l'éclairage naturel. Donc, c'est sûr que vous connaissez, on parle de plus en plus maintenant de tout ce qui est architecture bioclimatique. Donc, on parle beaucoup de tirer le maximum de profit de tout ce qui est ressources naturelles, donc y compris la ventilation naturelle, l'éclairage, les gains solaires extérieurs, etc. Donc, c'est un peu, on insiste un peu sur ce fait et c'est bien sûr un bon point et c'est quelque chose qui est important, qu'on considère important pour la notation en GrassMed et pour le concept de bâtiment vert d'une manière plus générale. Alors, prendre en compte l'efficacité de l'éclairage des bâtiments et des parkings, donc en éclairage ici artificielle, si vous voulez, des lumières efficaces pour l'éclairage artificiel, des commandes et de la régulation, et aussi prendre en considération l'éclairage naturel, bien sûr, électricité de secours, le système de gestion des bâtiments. Donc voilà un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc on a à peu près, donc hier on vous a montré un peu les pourcentages. Donc il y a pour les systèmes, l'ensemble de ces systèmes, il y a à peu près 180 points, c'est-à-dire 177 points pour le commercial et 183 points pour le résidentiel. Donc à peu près 180, ça fait à peu près 35% en fait de la note totale, ce qui est quand même assez important. Bon, parce que ça consomme beaucoup d'énergie, bien sûr, et on a intérêt à ce que ces appareils ou ces systèmes soient le plus efficaces possible. Donc, on va voir un petit peu donc le chauffe-eau solaire. Donc, le chauffe-eau solaire, donc là, encore une fois, si vous voulez, il y a beaucoup de variétés et bon, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails. On va voir les principes généraux, on va voir quelques variétés les plus couramment utilisées, etc. Et on va passer aux indicateurs qui nous intéressent pour pouvoir donner une note. C'est ça, en fait. Mais on ne va pas trop dans les détails, encore une fois, techniques. Bon, on va voir, par exemple, en chauffe-eau solaire, donc on va voir quelques techniques, bien sûr, mais on va voir le pourcentage, le taux de couverture
solaire. Ce qui nous intéresse, c'est le taux de couverture solaire. C'est-à-dire, combien le chauffe-eau solaire a assuré, quel est le pourcentage assuré par rapport aux besoins. Et ça, je pense que vous connaissez, vous avez entendu parler de ce coefficient, c'est-à-dire, bon, j'ai besoin, par exemple, disons, de 3000 kWh par an pour chauffer mon eau. Le chauffe-eau solaire me donne 40%. 40% multiplié par 3000, ça fait 1200 kWh. Donc ça, bon, on va voir un petit peu comment on a considéré le besoin à 100%, c'est en fonction de la surface. En fait, on travaille sur des taux de surface, des rapports de surface de capteur sur la surface qu'on considère 100%. Bon, en fait, c'est ça. Donc, si on a un pourcentage, par exemple, de couverture solaire qui est inférieur à 50%, c'est 12 points. Si on est supérieur à 80%, on est à 28 points. Vous voyez? Bien. Alors, pourquoi 20 points et pourquoi 28 points? Pourquoi ce score? Bon, en fait, c'est un compromis au niveau de la consommation et du potentiel. Bon, vous me dites pourquoi j'ai fait 525 points. Peut-être qu'on va ajouter après des points, ça va être 600, parce qu'il y a des choses nouvelles. On reviendra. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, ce score de 28 points, c'est en fonction, en gros, de la consommation annuelle, du besoin, du poids énergétique que ça représente et du potentiel d'économie possible. Donc, on repart un peu sur l'énergie renouvelable. Donc, en énergie renouvelable, je vous ai dit, on a pris l'électricité. Donc, c'est en fait, pratiquement, c'est essentiellement le PV, le photovoltaïque. Le photovoltaïque. Donc, si vous regardez, bon, encore une fois, c'est la production annuelle du système photovoltaïque divisée par le besoin annuel. Donc là aussi, et ça aussi au niveau du concept, on va pouvoir le faire facilement, mais même si vous voulez aller plus loin, on peut aussi vérifier parce qu'on peut calculer la quantité produite. Vous savez, avec le photovoltaïque, on a toutes les bases qu'on a besoin, toutes les données, ça enregistre tout en fait, et on a la quantité, la production annuelle électrique. Soit implanté dans les bons endroits. Il ne doit pas avoir d'ombre et des obstacles. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On ne tente pas de calculer la surface pour dire que... Ça, oui, ça c'est en fait, ça c'est l'installateur et les concepteurs. Bon, ce sont des choses de base. Ce sont des choses basiques très, très connues. Il va d'abord regarder l'ombrage. La première chose à regarder, c'est l'ombrage, c'est l'endroit, c'est la quantité produite, parce que ça joue beaucoup sur l'investissement et sur la quantité, le temps sur investissement, etc. Donc ça joue beaucoup, c'est très important. Et c'est vrai que... Mais là, bon, ça a beaucoup évolué le photovoltaïque. C'est pourquoi que, par exemple, on est parti sur des petits pourcentages, mais maintenant on a dû modifier parce que, bon, bien sûr, les installations photovoltaïques, surtout dans nos pays, peuvent couvrir un pourcentage quand même assez important du besoin. Bien. Donc, voilà un petit peu. Donc, si on est... Alors, en fait, c'est pas 10%. En fait, là, c'est entre 4 et 10%, le premier. On a pris un minimum de 4%. Si on est inférieur à 4%, on a considéré dans nos pays que c'est pas très intéressant. Il n'y aura pas de points. Donc, entre 4 et 10%, il y aura 6 points. Donc ça, je vais le corriger après, mais on le fera. Bon. Il me semble que j'avais corrigé, mais ça doit être un autre document. Bon, 9 points de 11 à 20, 21 à 30, c'est 12 points, et supérieur à 30, c'est 15 points. Donc voilà un petit peu pour le photovoltaïque. Alors, pour l'éclairage naturel. Donc, pour l'éclairage naturel, on est parti sur un coefficient, donc c'est average daylight, donc c'est les facteurs moyens d'éclairage.
qu'on peut calculer avec des paramètres assez standards ou assez simples, disons, comme la transmittance par exemple, du vitrage, comme la surface, l'angle d'exposition, mais ça on va voir après dans le détail quand on parlera de cette présentation. Mais ça nous donne globalement un facteur de conformité, si vous voulez, compliance factor. Et c'est ce facteur de conformité qu'on va utiliser pour juger de l'importance de l'éclairage visuel. Vous voyez? Donc, si vous regardez un petit peu, on a par exemple en facteur de conformité, si on est par exemple, le facteur est compris entre 70%, 80%, etc. Donc, on a de 6 points jusqu'à 10 points, si c'est inférieur à 90%. Puis, on a deux points supplémentaires, si vous voulez, si on a un système assez avancé, c'est-à-dire on a mis ce qu'on appelle le shading, manuel internal shading, ou bien automatique, ou bien si on a distribué correctement l'éclairage, si on a installé un système de contrôle. Donc tout ça, ça permet d'optimiser un petit peu, si vous voulez, l'éclairage. Pour chaque salle, il faut calculer le average CF. C'est-à-dire, Est-ce que c'est pour chaque salle? pas pour chaque salle, c'est-à-dire, total, vous voyez, on a mis, le CF, c'est Total Floor Area of Spaces Having ADF supérieur à 2%. Il faut que l'average daylight soit supérieur à 2%. Sinon, ce n'est pas comptabilisé, ce n'est pas intéressant. Bien. Donc, par exemple, là, on voit un petit peu la ventilation naturelle. Donc, pour la ventilation naturelle aussi, nous avons mis un certain nombre de points. Donc, si vous regardez un petit peu, bon, ça, on va revoir en français, mais par exemple, le premier point, maximize wind-induced ventilation by setting the ridge perpendicular to the summer wind, c'est-à-dire, en fait, ici, ça veut dire tout simplement profiter au maximum de la direction. Il faut que les fenêtres soient en face de la direction du vent pour pouvoir profiter au maximum du mouvement naturel d'air. Donc ça, c'est en fait, c'est ça. On regarde avec plus de schémas. Chaque chambre doit avoir en fait, two separate supply and exhaust opening, c'est-à-dire si on a une fenêtre qui est côté vent, une autre fenêtre doit être à l'opposé, juste en face et non pas à côté. C'est-à-dire il faut faciliter le mouvement de l'air, donc il faut que ce soit en opposé et non pas des ouvertures l'une à côté de l'autre. Sur un seul mur, par exemple, non, sur les murs opposés. Donc ça, c'est ce que ça veut dire. Locate exhaust high above inlet to maximize stake effect. En fait, aussi, il est préférable que la sortie, par exemple, soit un peu plus élevée que le côté entrée. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça monte un peu. Bon, donc, ça facilite un peu plus le mouvement et la ventilation, ça favorise plus la ventilation naturelle. C'est sûr, mettre loin de bruit et de polluants. Donc là aussi, ça 3 points. Provide ridge vent, en fait, c'est ce qu'on appelle le fait tout en haut, c'est-à-dire d'avoir des évents tout en haut pour faciliter le tirage naturel effet de cheminée.
donc pour faciliter un mouvement effet cheminée, donc ça c'est un point. Adequate internal flow, c'est-à-dire avoir un circuit correct, pas trop compliqué, sinon l'air ne circulera pas. Des claires-voies ou les skylights, bien sûr, vous savez ce que c'est. Bon, il y a des photos, on a mis des photos aussi pour expliquer un peu mieux. Mais donc ça aussi, pour faciliter le mouvement d'air, apply ventilation configuration properly, ça, voir un petit peu l'ensemble des systèmes et voir si le concept est bien fait. Donc il y a aussi une note pour ça. Bien. Donc, ventilation mécanique contrôlée. Donc, pour la ventilation mécanique contrôlée, on regarde un petit peu les débits en fonction de la surface et en fonction du nombre d'occupants. Et on regarde si c'est conforme avec ça, le nombre de CFM, si vous voulez. Bon, vous savez ce que c'est le CFM, certainement. Enfin, c'est les cubic feet per minute. Ça fait 1,7 à peu près mètres cubes à l'heure. Voilà, il faut voir le rate selon l'HV. Donc, si ça respecte cette valeur minimale, donc on va faire les calculs en fonction de la surface, en fonction du nombre, et on a une valeur. On a une valeur. Bon, bien sûr, chaque bâtiment a une valeur. Ça dépend des surfaces et des occupants. Et avec cette valeur, on regarde, ça c'est le minimum nécessaire. Bon, si on est conforme, on va avoir quand même 4 points. Donc, si le prérequis, c'est-à-dire le minimum de la valeur, enfin le débit, si vous voulez, en CFM. Si on a installé une ventilation avec un contrôle, par exemple un contrôle de CO2, donc on va avoir 2 points. Et si on va voir aussi, bien sûr, la récupération de chaleur ou d'énergie, donc ça donne aussi 4 points. Donc voilà un petit peu. Donc on a en total ici, on peut avoir 10 points sur la ventilation mécanique. Bon. Là, on parle de ventilation mécanique contrôlée. Hein, donc on a le ventilateur, on a les spécifications des ventilateurs, etc. Je veux dire, on peut mesurer ici assez facilement le débit. Hein. Bien, en éclairage, donc là aussi on va parler un petit peu donc, lors de la présentation, mais en gros c'est pour vous montrer un peu le score. Donc c'est de l'éclairage efficace, bien sûr, on va utiliser de l'éclairage efficace. Donc ce sont des lampes à haute efficacité, etc. Donc, par exemple, sur la puissance installée, il faut que en termes de lumen, si vous voulez, ou de lux, il faut pas qu'on dépasse 2,5 watts pour, en fait, ça doit correspondre à peu près à 100 lumens. Donc 2,5 watts pour... Bon, maintenant c'est le cas de pratiquement toutes les lumières LED. On est largement, pour le LED, on est couvert, il n'y a aucun souci. On est supérieur à 40 pour le LED, c'est sûr. On est vers les 100 quelques maintenant. Alors, après, incandescente, pas de lampe incandescente. Donc là aussi, ça devient presque automatique. Il n'y a plus de lampe incandescente. Alors, donc, installer des lampes efficaces selon le type d'utilisation, bien sûr. Proposer des équipements. Alors, bon, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais ce sont des standards qui garantissent, ce sont des standards américains, UL, etc., mais qui garantissent la qualité et la sécurité des produits électriques, y compris l'éclairage. Donc, ce sont des standards et en général, c'est ou équivalent. Donc,
celui qui travaille dans l'éclairage, il connaît très bien ces standards-là. C'est vraiment assez connu. Donc, et ces données, ça fait partie des spécifications. Alors, remplacer les ballasts électromagnétiques par des électroniques. Donc, ça nous fait pour les résidentiels donc 3 points par indicateur, si vous voulez. Et pour le commercial, ça fait 25 points au total. Bon, parce qu'on estime que l'éclairage dans le commercial est plus important, ça a plus de poids. Donc, il a pris plus de points. Bien. Alors, pour l'éclairage aussi de parking, donc tout ce qui est parking, donc là aussi, bon, on estime que ça fait partie aussi, ça agit sur la consommation du bâtiment, si vous voulez. Donc, ça a un poids et ça a des points. Donc, si vous regardez un petit peu, on a les parkings couverts. On en parlera aussi plus tard dans la présentation. Donc, il faut que la densité, si vous voulez, de puissance d'éclairage soit de 60, au moins 60 lumens par watt. 60. Comment? C'est l'efficacité lumineuse? Oui, oui, c'est ça, tout à fait. L'efficacité lumineuse. Le minimum 90 lumens. C'est? Dans notre projet. On prend le minimum 86. 80 pour les parkings? Pour tout, pour l'éclairage en général. Non, mais c'est ça. En fait, on est. Dès qu'on utilise, de toute façon, là vous parlez du LED. Oui. Oui, c'est ça. Bon, c'est sûr que faudrait peut-être augmenter, revoir ces valeurs-là, parce que bon, ça a beaucoup évolué ces quelques dernières années, en fait. Donc, c'est un point, à mon avis, à revoir. Oui, c'est un point à revoir, certainement. Bien. Donc voilà un petit peu les points qu'il faut prendre. Alors après, on va aller sur les chaudières. Donc les chaudières aussi, bien sûr, c'est pour le chauffage de l'eau ou pour le chauffage, bien sûr. Donc pour les chaudières, on a aussi un certain nombre de points. Donc, si vous regardez, on n'a pas mis la somme, mais ça nous fait quelque chose comme ici, on a 7 points au maximum en efficacité maximale. Donc là, si vous regardez un petit peu, bon, on a un premier indicateur qui est l'efficacité. Donc, et on a classé par efficacité le type de chaudière. Bon, après on a un certain nombre de points qui sont reliés à des performances, disons, supplémentaires, comme par exemple, bon, mettre loin des entrées. Bon, c'est sûr que pour ne pas, bon, ça c'est un point qui est assez automatique. Pour les filtres d'air, bien sûr, on a mis un point ou deux, ça dépend de son efficacité. Après, on a pour la chaudière, si on a une unité de condensation, donc, bon, ce sont des chaudières à condensation, donc on rajoute encore un point. Si on a une récupération de chaleur sur les gaz brûlés, par exemple, là on rajoute 2 points. S'il y a un label, on a un point. Et s'il y a un détecteur de CO, donc bon, on rentre un peu dans les petits points, mais voilà un peu ce que c'est. Donc
Si on regarde en tout, on a 9 points et 7, ça fait 16 points. On va travailler sur ce coefficient, c'est le coefficient Increase in Efficiency Factor, c'est l'augmentation du facteur d'efficacité. Qu'est-ce que ça représente? En fait, on parle de l'efficacité du système installé, c'est-à-dire, on va voir ce que c'est, en fait, c'est pas le rendement, on parle, bon, quand on est en climatisation, on parle plus de coefficient de performance, donc c'est plus coefficient de performance, et on regarde par rapport au minimum qui est demandé. Donc on fait la différence et je divise par le minimum demandé, je multiplie par 100. Alors le minimum demandé, c'est selon le type ces données, et le coefficient de performance ou l'efficacité de la machine que j'ai, c'est aussi donné. Donc on a ces deux valeurs et on va pouvoir calculer cette augmentation. Donc, on a l'augmentation par rapport au minimum demandé. Et c'est cette augmentation qu'on va pouvoir... Bon, si on est inférieur, il n'y a pas de point. On n'a pas de point. D'accord? Donc là, on voit ce que c'est. Donc, ça va jusqu'à 12 points. Alors, donc là, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Après, on va passer au groupe électrogène de secours. Bon, là, encore une fois, donc on a mis, je ne sais pas, Adel. Bon, on a mis sur le groupe électrogène de secours, on a mis 15 points. Donc, si vous faites le compte, ça nous fait 15 points. Bon. Un catalyseur, bon, donc vous voyez un petit peu un certain nombre de points. Un cell away from air intake of other buildings, c'est sûr, il faut le mettre, on ne va pas le mettre parce que ça va être très, très gênant. Mettre un échangeur de chaleur, bon, on a mis 6 points. Si on utilise du biodiesel, du fuel, bon, en pourcentage, on va aussi rajouter des points. Bon, maintenant, on a mis 15 points ici. Bon, je ne sais pas. Là encore, ça dépend de l'utilisation, du taux d'utilisation, etc. Donc, bon, encore une fois, la pondération, c'est quelque chose qui est sujet toujours à discussion. 15 points, c'est beaucoup, c'est pas assez, etc. Bon, le chauffage de l'eau, ça représente une part importante de la consommation d'énergie, bien sûr. Bon, les chaudières classiques, ça utilise du fuel, donc ça consomme de l'énergie, et l'énergie, ça coûte de plus en plus cher. Bon, une raison de plus pour opter à l'utilisation des chauffe-eau solaires. Bon, bien sûr, ce sont parmi les systèmes les plus rentables, surtout chez nous. Donc là, il n'y a pas... Bon, le photovoltaïque est très rentable maintenant aussi, mais je veux dire, les chauffe-eau solaires, c'est un système qui existe depuis longtemps et qui est prouvé et qui est très rentable. Bon, quelques avantages qu'on connaît. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. L'énergie est gratuite, efficace, installation relativement bon marché et du faible entretien, bien sûr. Donc là, tout ça, ce sont des choses assez basiques, je veux dire. Alors, comment peut-il être intégré? Donc, réservoir de stockage, capteur storage, ce sont les deux éléments essentiels. Bon, comment monter? Donc là, le montage, bon, il y a des règles pour monter et pour installer qui sont très connues. Donc là, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais je vais quand même insister sur le fait que, bon, ici, on ne parle pas beaucoup de chauffe-eau solaire
individuel pour une maison. On parle de bâtiments verts, donc on parle de bâtiments. Donc c'est plus important. Et d'une manière générale, ce sont des installations collectives. C'est pour ça qu'on parle de systèmes assez développés et non pas le système de base à thermosiphon, je vais dire. Vous voyez? Donc ce sont des systèmes à circulation forcée, donc avec un circulateur, etc. Donc, toute installation doit comprendre les pièces suivantes pour être éligible à la certification GRASMED. Donc, le thermostat. Il faut un thermostat. Donc, bien sûr, vous connaissez ce que c'est le rôle de thermostat. Bon, plusieurs types de thermostats, mais ça permet de arrêter ou de remettre au marche. Ça permet de... ça permet de jouer un rôle de sécurité, bien sûr, etc. On va voir un exemple. Donc, il faut le thermostat. Donc, c'est indispensable d'avoir un thermostat pour l'installation, pour être éligible. Il faut une vanne à 3 voies. Donc, une vanne à 3 voies pour couper, donc pour arrêter, par exemple, en hiver, par exemple, pour changer la position, on était utilisé uniquement uniquement le chauffe-eau solaire parce que c'est suffisant. Donc, ne plus passer par le système de points. Il faut un circulateur donc, pour faire circuler le fluide caloporteur, si vous voulez, qui va circuler, qui va passer dans le capteur solaire. Et il faut l'isolation des canalisations. Donc il faut une bonne isolation des canalisations. Bon, on a eu beaucoup de soucis au début, par exemple, au Liban, on n'avait pas de bonne isolation. Là, je parle plus de l'individuel, des installations individuelles. Et le concept n'était pas bien fait, il n'était pas très, très compétent au niveau du concept de la réalisation. Et on constatait que, par exemple, quand on installe un chauffe-eau solaire, la consommation électrique augmente. En fait, mais en fait, parce que c'est mal isolé, tout est mal isolé, et la résistance est installée à l'extérieur. Donc, on consommait beaucoup plus. Donc, on a fait attention à tous ces points. Et c'est pourquoi on met des exigences assez strictes pour être éligible, en fait. Bon, donc voilà un petit peu. Regardez, bon, c'est un exemple parmi tant d'exemples. Là c'est sûr que, bon, là, vous avez un ballon solaire indépendant. Vous avez, si vous voyez un petit peu, on a des thermostats, un thermostat différentiel qui va commander le circulateur, c'est-à-dire la pompe. Donc on a tous les éléments, on a, si vous voyez là-bas, une vanne à 3 voies manuelles pour orienter l'eau, si vous voulez, selon la saison. Vous voyez un peu? Donc voilà, ça c'est un exemple. Alors, bien sûr, il y a les systèmes actifs. Bon, le système actif, c'est le système avec la pompe, en fait. C'est un système qui utilise une pompe. Hein. Et bon, il y a la circulation directe. Une circulation directe, ça certainement a un meilleur rendement parce qu'il y a moins d'éléments, si vous voulez. Mais le problème, c'est que bon, c'est pas ça, la circulation directe. Hein. En fait, c'est bon, c'est pas utilisé quand il fait très froid parce que l'eau gèle. En fait, on chauffe l'eau qu'on utilise. Hein, c'est ça, en fait, la circulation directe. Bon, ça, c'est une circulation indirecte et c'est utilisé dans les climats sujets à des températures négatives en hiver. D'accord? Donc, il y a les deux systèmes. Bien sûr, il y a les systèmes aussi en actif, donc il y a direct et indirect. On a aussi les systèmes passifs. Alors, le système passif, c'est le système qui est utilisé beaucoup en individuel. Donc, en fait, c'est le deuxième système qu'on utilise à thermosiphon. Le premier, ce n'est pas vraiment très utilisé. Je ne sais pas s'il y a des utilisations. En fait,
le capteur, en fait, et le réservoir, c'est une seule pièce. Donc, c'est pour des températures assez faibles. On n'arrive pas ça ne monte pas très haut en température, les hormones ne sont pas vraiment... Bon, c'est surtout l'autre qu'on utilise, mais de toutes les façons, pour les bâtiments, ce type de montage n'est pas éligible pour GrassMed, en fait. Alors, bon, le réservoir de séchage... dans le système à deux réservoirs, chauffe-eau solaire, préchauffe-l'eau, c'est ce qu'on a vu juste avant. Alors, bon, il y a trois types de capteurs solaires, dont là encore une fois, les collecteurs plans, vous connaissez. Le système intégré qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas très courant. Et les capteurs solaires, donc c'est ce qu'on utilise le plus, c'est le collecteur plan et les capteurs sous vide. Donc ça aussi, vous connaissez certainement. Alors, comment choisir un CES pour être certifié, si vous voulez, GrassMed? Bon, il faut un catalogue ou une soumission de matériel comprenant toutes les données techniques concernant le système solaire installé. Donc ça doit être disponible et on doit pouvoir le voir, si vous voulez. Afin de conserver les performances du système de chauffe-eau solaire, il faut installer, donc, on a dit tout à l'heure, le thermostat 20 à 3 voies circulateur et une isolation pour les canalisations. L'installation de ces composants doit être vérifiée, sinon le système est considéré comme inefficace et ne recevra aucun point. Alors, bon, les documents doivent inclure les informations techniques du capteur. Il s'agit d'un composant majeur du système solaire. Alors, bon, les données nécessaires concernant les équipements à temps plein du bâtiment doivent être collectées pour pouvoir calculer la surface du capteur censé être installé afin de couvrir environ 100% de la demande en eau chaude. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Donc, pour simplifier un petit peu le calcul et le calcul de taux de couverture, on a opté pour une surface, bon, c'est pas tout à fait à 100% vrai, mais c'était pour simplifier le calcul, en fait. Et on a considéré pour nos régions, en fait, une surface de 2 mètres carrés pour 3 personnes. Donc, ça, c'est pour une couverture de 100%. Et pour le résidentiel, donc ça, c'est pour le commercial. Et pour le résidentiel, on a 2 mètres carrés de collecteur pour 2 personnes. Alors, bon, là, encore une fois, c'est sujet à discussion. Bon, c'est lié au rendement des collecteurs, etc. Mais on a voulu, dans un premier temps, simplifier. C'est-à-dire, si on a un collecteur, bon, si on est à... je ne sais pas, 100 personnes dans le bâtiment, une centaine de personnes. Donc, si vous avez 100 mètres carrés, vous allez avoir le maximum de points. Parce que ça nous fait un taux de couverture de 100%. Si vous avez 50 mètres, ça fait 50%, etc., ainsi de suite. Donc, on va pouvoir calculer le taux de couverture, donc, qui est la surface réelle du capteur sur la surface approximative pour 100% de couverture. D'accord? Donc, c'est une question de surface. Il suffit de connaître la surface pour pouvoir calculer le coefficient. Bon. Donc là, encore une fois, bon, on l'a répété, ça, c'est pas important. Alors, pour la notation, donc, on a vu tout à l'heure, donc, bon, pour le commercial, bon, encore une fois, 8 points et 30 points pour le résidentiel. Et voilà un petit peu. Donc, si on a, par exemple, installé un système PV pour la pompe, par exemple, pour les variateurs de vitesse, etc., on va avoir 2 points. Donc, voilà un petit peu. Bon, est-ce que c'est assez clair? Oui, c'est assez clair. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que le capteur, il est
Donc, en fait, on va calculer le taux de couverture HWD en fonction des surfaces. Donc, surface réelle divisée par la surface à 100% de couverture. La surface 100% de couverture, c'est 1 mètre carré par personne pour le résidentiel. Un peu moins pour tout ce qui est tertiaire. Un peu moins, c'est-à-dire 2 mètres pour 3 personnes. Donc, il suffit de faire le rapport et on a HWD. Vous avez dit, puisque les technologies changent et tout ça, Oui. les appareils, ça devient plus en plus efficace. Je pense qu'on... Mais justement, c'est pour ça qu'on a dit, bon, on voudrait commencer par quelque chose de simple. Et vous savez, c'est toujours comme ça. Vous connaissez tout ce qui est rating. Tout ce qui est rating system, LEED, etc., BREEAM, etc., ils font régulièrement des révisions. Donc, ils vont sortir, et même les codes thermiques ou les codes énergétiques des bâtiments. Et ça se résume tous les 4 ou 5 ans, on fait une révision. Parce que les technologies changent, parce que les conditions changent, etc. Donc, on va revoir, on va rajouter des choses, on va modifier les pondérations, etc. C'est obligatoire.